êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, l'euro de tous les dangers entre menaces terroristes, convulsions sociales, hooliganisme et fatigue des forces de l'ordre, la peur d'un événement gâché inquiète. Les leçons des attentats de Paris et de Bruxelles ont-elles été retenues ? Les mouvements de grève vont-ils retenir et décourager les supporters ? Un euro réussi réhabilitera-t-il l'image de la France ? Après l'attaque meurtrière menée par Boko Haram à Bosso au Niger, les pays de la région annoncent une contre-offensive dite décisive. Où en est la lutte contre Boko Haram ? On dit la nébuleuse extrémiste très affaiblie. Elle propage pourtant ses exactions aux pays frontaliers, à camp des forces spéciales panafricaines. Aux États-Unis, Hillary Clinton en route pour la présidentielle avec le soutien de Barack Obama. Son adversaire Bernie Sanders ne s'avoue pourtant pas encore tout à fait vaincu. Pourquoi continue-t-il à faire campagne ? Et s'il avait tout à gagner, va-t-il faire front commun contre Donald Trump ? Et au final, à quelle campagne présidentielle faut-il s'attendre ? Et puis, nous nous pencherons sur cette vidéo de l'ultra-médiatique Premier ministre canadien Justin Trudeau en train de rompre le jeûne du Ramadan avec des collègues. Analyse à suivre en direct de Montréal. Mais d'abord, voici nos kiosqueurs ce dimanche en plateau. Arnaud Vivian, fondateur et rédacteur en chef de la revue française Charles. Une carrière dans les rédactions de Libération, de Radio Nova, entre autres. En 2012, vous lancez donc Charles, votre revue politique trimestrielle sur le modèle de l'ancien magazine américain George. Thomas Cantaloupe, grand reporter pour le site d'information français Mediapart, auparavant et notamment correspondant pour plusieurs médias à Washington et à New York. Marie-Roger Biloa, directrice du groupe Africa International magazine panafricain francophone créé à la fin des années 50 au Sénégal. Et puis Pierre Marlet, journaliste à la RTBF, la télévision belge, correspondant à Paris. Vous allez couvrir ces prochaines semaines l'Euro de football en France. Merci à vous quatre d'être en plateau pour nous livrer votre analyse, vos commentaires sur l'actualité de la semaine. Et première question qu'on va se poser, le sport peut-il réconcilier la France ? Grève, chômage, terrorisme, inondation, le pays n'est pas au mieux de sa forme pour accueillir l'Euro de foot et ses millions de supporters. Ça a démarré vendredi. Le mal est d'ores et déjà fait pour l'organisateur en chef Jacques Lambert, interrogé le matin du coup d'envoi au micro de Patrick Cohen sur la radio France Inter. Parlons maintenant des choses qui fâchent, des transports défaillants, des poubelles qui débordent. Est-ce que vous craignez que la fête soit gâchée ? Elle l'est déjà d'une certaine façon. Elle l'est déjà. Un peu, parce que l'image qui est donnée du pays, ça n'est pas celle que nous voulions donner avec cette Euro 2016. Et incontestablement, pour nos amis étrangers qui sont déjà en France ou qui se préparent à venir en France, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de les accueillir. La vitrine n'est pas formidable. Non. Alors je pose la même question. La fête est d'ores et déjà gâchée, Arnaud ? Non, pas du tout. Mais ça, c'est des propos absolument politiques. La France représente quelque chose de bien plus fort que ce que veut bien dire ce monsieur. On n'accueille pas... Mais les étrangers connaissent les Français. Nous nous battons pour le reste du monde. Ils comprennent, les étrangers. Vous croyez que les Grecs ne comprennent pas ce que sont en train de faire les Français ? Vous croyez que les Italiens ne comprennent pas ? Ils viennent d'élire une maire populiste à la tête de la mairie de Rome. Vous croyez que les Espagnols, qui n'avaient plus le droit de manifester, ne comprennent pas ce que font les Français ? Vous comprenez, là, ce qui se passe en Europe. Mais n'importe quel Européen comprend ce qui se passe en France. Pierre, il n'a pas le sentiment que la fête soit gâchée, au contraire, il a le sentiment que la fête est là. Pierre, un Européen aussi, Belgique, où il y a des troubles sociaux également, une grosse contestation. C'est vrai qu'il y a énormément de troubles chez nous. C'est-à-dire que moi, je suis quand même un petit peu d'accord avec M. Lambert que, fatalement, l'image qui est donnée à ce moment-ci est une image un peu d'une France un peu en colère, un peu tourmentée. Mais là où je vous rejoins, c'est que les choses sont par contre extrêmement éphémères et qu'en fonction de ce qui va se passer pendant cet Euro, la perception peut très vite changer. Moi, ici, dans les rues de Paris, j'observe qu'il n'y a plus d'ordures. Ça, c'est le genre d'image quand même extrêmement négative qui peut être envoyée. Voilà. Donc, voilà. Mais non, mais c'est vrai que si pendant une semaine, il n'y a pas d'ordures ramassées, même si on peut comprendre le mouvement social, c'est quand même une image catastrophique qui est envoyée dans le monde. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a cette manifestation de mardi, on verra ce qui se passera. Moi, j'ai la sensation... Il y a une journée de mobilisation mardi qui sera normalement une grosse journée de mobilisation. Voilà, il y aura certainement une mobilisation importante, mais je crois qu'en fait, personne n'est maître de ce qui va se passer et de comment les Français et tous ceux qui sont ici à l'Euro vont ressentir les choses. Prenons un exemple.
pour l'instant, tout dépend très fort pour les Français de ce que fait l'équipe de France. Ou bien il va y avoir le moral dans les talons, marre de cet euro, il n'y a rien qui marche, imaginons que la France soit sortie au premier tour. Nul doute que ça va ajouter un petit peu au marasme ambiant, au moral négatif. C'est comme ça. Par contre, un parcours qui serait au contraire positif peut tout à coup faire que les gens vont penser exclusivement à ça et n'entendront plus, n'écouteront plus les mouvements sociaux. Tout le monde, qu'on le veuille ou non, sera tourné vers les résultats de l'équipe de France, comme ça a été le cas en 98. Oui, alors je rebondis sur ce que vous dites. On va regarder la une de Courrier International cette semaine qui pose cette question. C'est un joli jeu de mots. Alors, Euro, le sport serait-il le meilleur remède au chaos ? S'interroge l'hebdomadaire français. C'est un peu ce que vous nous disiez en quelque sorte, Pierre. Transformer la compétition au succès, ça pourrait ressouder le pays ? Je Thomas ? pense que c'est faire porter une bien grande responsabilité à l'équipe de France de foot et au foot en général. Le foot, c'est un jeu, même si aujourd'hui c'est le foot business ou tout ce qu'on veut dire, ça reste une compétition de sport. Et voilà, on veut faire des parallèles avec 98, mais un économiste parlait récemment cette semaine, je sais plus qui c'était, mais 98, c'était une période de croissance économique, c'était une période de cohabitation, où la France était passée par des grèves assez dures, mais quelques années auparavant. Voilà, c'est pas comparable. Je pense que voilà, à la fin de l'euro, la France sera dans le même état qu'elle était avant l'euro. Elle sera toujours râleuse, elle sera toujours batailleuse. Et là, moi, je rejoins tout à fait Arnaud là-dessus. Quand on entend le préfet Jacques Lambert dire c'est pas l'image qu'on voulait donner, mais au contraire, on a l'image de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, il y a des grèves. Oui, il y a des ordures dans les rues. Oui, il y a des conflits sociaux, mais c'est ça aussi la France aujourd'hui. C'est une forme de rébellion contre un pouvoir décrépit et un peu endormi. Et voilà, la France donne l'image de ce qu'elle est. Marie-Roger ? Oui, tout le monde a à peu près raison, je trouve. Mais on peut, à la question, est-ce que ça a bien commencé ? Non, ça a super mal commencé. Et même en dehors de ce mouvement social, on n'a pas senti d'engouement. C'est-à-dire, la veille du coup d'envoi, il n'y avait pas de banderole, enfin l'ambiance de fête qu'on a généralement avant ça. Il faut dire qu'il y a eu des inondations juste avant. Donc, on avait d'autres problèmes à régler. Mais oui, c'est ça. Donc la fête, pour le moment, elle ne peut pas passer inaperçue parce qu'on a des matchs partout, etc. On a des supporters, mais on a l'impression que cette espèce de compétition est prise en otage par toutes sortes de choses et que... C'est voilà. fréquent dans le sport. Oui, c'est voilà. quelque chose à quoi on assiste souvent. Le Tour de France a déjà été arrêté par des protestataires. Ça n'empêche pas le Tour de France de se dérouler. Et là, nettement, on sent que tout ce mouvement veut bien montrer au pouvoir qu'on ne va pas s'arrêter parce qu'il y a l'euro. Et le pouvoir se dit, voilà les méchants qui ne nous laissent pas faire l'euro en paix. Alors donc, au milieu, mais... Je pense qu'ils sont aussi quand même assez malins parce que le responsable de la CGT a permis que les supporters soient transportés vers les stades, etc., pour ne pas se rendre responsable de blocage à ce niveau-là. Mais c'est pas lui. C'est pas Martinez lui-même. Parce Martinez, que les mouvements... Martinez, il faut bien comprendre qu'il est totalement débordé par la base aujourd'hui. C'est pas le mot d'ordre de Martinez. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur est toujours montré du doigt. Ce sont les grévistes qui ont décidé eux-mêmes d'arrêter la grève et d'emmener les gens au Stade de France. Est-ce que si justement il y avait des problèmes avec l'euro liés aux grèves, liés aux manifestations, est-ce que ça pourrait rendre le mouvement fatalement impopulaire auprès des Français ? Je suis pas sûr. Enfin, une réalité aussi, c'est que l'euro, c'est pas principalement des spectateurs dans les stades, c'est des gens devant des écrans de télé. Et voilà, la réalité aujourd'hui, c'est qu'une majorité des Français, des Européens et du monde entier regardent l'euro à la télé. Donc, tant que les matchs ont lieu à la télé, l'euro, il existe. Il faudrait quand même dire deux choses. C'est que je pense que le gouvernement, on le sait, est extrêmement impopulaire, c'est une réalité, mais je pense aussi que ce mouvement social est aussi impopulaire. Enfin, je veux dire, les enquêtes le montrent aussi. Et donc, c'est impopulaire contre impopulaire. Pourquoi ? Parce que je pense que tout le monde ne comprend pas les raisons profondes pour lesquelles ces actions continuent quand on n'est pas directement impliqué. Et pour revenir un petit peu à ce que vous disiez, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas en train de dire que l'Euro de foot, comme la Coupe du Monde de foot, a résolu tous les problèmes en France. Je dis juste que sur un plan strictement éphémère, là, ces quelques semaines, ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact en fonction du fait qu'il y a une fête ou qu'il n'y a pas de fête. Et en France, la fête, elle va dépendre quand même avant tout du parcours de l'équipe de France. C'est simplement, je veux dire, évidemment que ça n'empêche pas les problèmes d'exister. Et pour reprendre le parallèle à 98, la France a été sur son petit nuage de la France black blanc beurre. Et 4 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen était au second tour de la présidentielle. Donc évidemment que à moyen terme,
le sport n'a aucune influence politique. Mais sur le moral, dans l'immédiat, je pense quand même que oui. Des retombées économiques quand même, puisqu'on attend, on attend un petit peu d'argent de cet euro. La France attend un peu d'argent de cet euro. Est-ce que justement ce contexte de grève, de blocage pourrait nuire en fait Non, mais il à a cet déjà élan? nuit. Avant l'euro, on a vu les chiffres le montrent. Dans le secteur du tourisme, il y a plein de gens qui viennent pas, qui voulaient venir, qui viennent pas. Il y a beaucoup d'annulations. Il y a un impact certain. Il y a aussi quelque chose qu'on n'évoque pas. À cause du terrorisme, avant. C'est ce que j'allais avant tout dire. le terrorisme, C'est ce que j'allais c'est pas- dire. c'est pas les grèves, ça. Non, parce qu'on dit on attend de l'argent, etc. Mais oui, mais le terrorisme, il est là et le risque, les dangers de terrorisme sont là et ça fait que les retombées qu'on est en droit d'attendre ne seront pas les mêmes, forcément. Il y a quand même du monde, hein. Il y a des supporters de toutes les couleurs là, dans les rues. Mais il y aura quand même un impact et on ne parle pas encore de sécurité. Les problèmes de sécurité, mais ils sont là. On a vu à Marseille quand même beaucoup de violence. Alors on va y venir. C'est pas terroriste. Voilà, vous avez mais- soulevé, puisqu'il y a quelques menaces, comme on les appelle, qui planent sur cet euro. La première d'entre elles, et vous en parliez à l'instant, c'est la sécurité. Pour le président français François Hollande, la plus grande menace, c'est le terrorisme et pas les grèves. Est-ce que, à ce titre, les leçons des attentats de Paris, donc la même ville, mais même de Bruxelles après en mars, est-ce que ces leçons ont été tirées et comment? Je ne sais pas. Enfin, en France, il me semble que, en tout cas, il y a un ministre de l'Intérieur qui n'avait déjà probablement pas tiré les responsabilités, enfin en tout cas les leçons, puisque sous son mandat de ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve a eu les attentats de janvier, les attentats de novembre. Il est resté en poste, il n'a pas démissionné, contrairement au ministre belge. Oui, mais qui est resté en poste quand même. Mais bon, il a au moins présenté sa démission. Bernard Cazeneuve ne l'a pas fait. Voilà, l'euro arrive, effectivement, c'est un enjeu important. En même temps, j'ai réfléchi avant de venir ici. Quel attentat a eu lieu contre une grande manifestation de ces dernières années? J'en ai trouvé un, c'est le marathon de Boston. Les terroristes ne profitent pas spécialement des grandes manifestations pour frapper. Donc du coup, il ne faut pas non plus trop en faire. Et là, je pense que le gouvernement, dans un excès de curseur, a voulu trop en faire. On a vu cette semaine la volonté d'interdire la diffusion des télévisions à l'extérieur des bars, comme si un terroriste était incapable de rentrer dans un bar avec sa Kalachnikov, qu'il frappait uniquement des gens à l'extérieur. On a vu la petite pancarte vendredi disant qu'il ne fallait pas parler politique ou tenir des propos idéologiques dans les stades. Enfin, où va-t-on? Ouais. On en fait trop? Ah oui, ça c'est sûr qu'on en fait trop, mais enfin ça fait un moment qu'on en fait trop. Donc oui, on en fait trop et très curieusement, je regardais les images hier à Marseille avec les hooligans anglais. J'ai le sentiment que les forces de l'ordre sont plus implacables avec les manifestants qu'avec les hooligans. Les grenades de désenclairement qu'ils utilisent contre les manifestants, elles n'ont pas été utilisées hier à Marseille, par exemple. Le nombre d'arrestations hier de hooligans, c'est une demi-douzaine. À chaque manifestation, c'est plusieurs dizaines de personnes qui sont arrêtées en garde à vue. Et je ne parle pas des assignations à résidence qui empêchent les gens d'aller manifester. Là, visiblement, on a fait rentrer tous les hooligans russes et anglais comme s'il n'y avait aucun contrôle. Vous imaginez? Et nous sommes en état d'urgence. 3000 Européens qui ont été... 3000 Européens qui ont été... Comme si ces hooligans n'étaient pas connus en Angleterre, comme ils n'étaient pas connus en Russie. Qu'est-ce que c'est? 3000 Européens qui ont été interdits de territoire. Visiblement, on ne peut pas empêcher les gens éméchés de se battre quand même par ailleurs. Mais vous soulevez un problème, puisqu'on nous dit que le hooliganisme est aussi une autre menace qui plane sur cet euro. On l'avait presque un peu oublié, le hooliganisme. Ouais. En fait, je crois que là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, le curseur a été tellement mis sur la sécurité. Et on fait le procès du gouvernement, mais il n'y a pas que le gouvernement. Hein. N'oublions pas que l'opposition allait jusqu'à réclamer la suppression des fan zones quand même. Donc c'était encore pire. Donc effectivement, il faut raison garder, parce qu'autrement, on ne peut plus organiser une quelconque manifestation sportive ni culturelle parce qu'on craint le terrorisme. Je crois que tous les spécialistes nous disent qu'il faut apprendre à vivre avec, qu'on n'a pas le choix. Évidemment que du côté de la sécurité, du côté du ministre de l'Intérieur, du côté du président de la République, la catastrophe, ce serait un attentat pendant l'euro. Donc on peut comprendre l'inquiétude, mais il n'y a rien à faire, il faut vivre avec. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, on a presque oublié l'hooliganisme qui... parce qu'il faut reconnaître que ces dernières années, ça allait un peu mieux. Et là, il y a un retour en force. Il y a une spécificité française. La France n'a pas su
s'occuper du hooliganisme, contrairement à la Belgique, l'Angleterre. Nous, on l'a supprimé. C'est-à-dire que les fans qu'on appelle les ultras en France sont interdits de match, sont interdits de déplacement. Alors qu'en Angleterre, la police a appris à gérer ça. Et il y a un article extrêmement intéressant dans le Guardian aujourd'hui, que je vous encourage à lire, où un sociologue qui appuie les forces de police anglaises explique comment la police anglaise s'est mise à converser avec les hooligans, à les appréhender, etc. Et c'est l'inverse qui a été fait à Marseille, puisque justement, je suis d'accord avec toi que la police est beaucoup plus tendre avec les hooligans, mais en même temps, elle s'est mise à frapper tout de suite à coups de bâton et à coups de gaz lacrymogène sur des types un peu éméchés dans des bars. Oui. Alors qu'il y a toute une tradition. Maintenant, le hooliganisme existe toujours en Angleterre, en Belgique, en Hollande, mais il est beaucoup plus mesuré parce que les forces de police ont appris à composer avec. Alors qu'en France, on a essayé d'éliminer le problème en éliminant les ultras de stade et de déplacement, et du coup, la police n'est pas formée, ne sait pas faire avec les hooligans. D'un mot simplement, ne renversons pas la donne non plus. Je veux dire, ce sont d'abord des hooligans britanniques et russes qui se sont tapés dessus. Aujourd'hui, la une de la presse britannique est unanime, c'est la honte, c'est voilà. Donc, je peux comprendre ce que vous dites, mais en même temps, le hooliganisme, il est exporté en quelque sorte. Il vient, voilà, il est venu ici, il n'a pas été géré, c'est vrai, mais d'abord, il y a un problème qui vient d'abord de Grande-Bretagne et Il y a Russie. encore quelques matchs à risque. On verra comment ça va se passer, puisqu'on sait que l'Angleterre, c'est quand même un cas assez particulier. On va voir. Je vous propose de terminer quand même en parlant un petit peu de football, puisque c'est du sport quand même, l'Euro. Je vous vois sourire, Marie-Roger. Je me tourne vers vous, Pierre, puisque les Diables Rouges, la sélection belge, est annoncée comme étant parmi les favorites. Qu'est-ce que vous nous en dites ? Bon, l'avantage, c'est que nous, il n'y a pas trop de hooligans. Hein. J'entendais un cafetier de Lyon ce matin qui disait à quel plaisir on attend les supporters belges pour faire la fête. Voilà, donc on a plus une image festive. Ouais. Alors c'est vrai que moi, je suis un peu ébahi par l'image qu'on donne des Diables Rouges en France. C'est comme si on allait déjà gagner l'Euro. Pas qu'en France, hein, attention. Ouais, mais quand même fort en France. Hein. Là, quand même, on se croit, vous êtes belge, vous allez gagner l'Euro. Franchement, en Belgique, je ne pense pas qu'on croit qu'on va gagner l'Euro. On espère être dans le carré final. C'est vrai, il y a une bonne équipe, sans doute la meilleure qu'on ait jamais eue, mais ne faut pas construire trop vite de château en Espagne. C'est très, très mauvais, ça. Un mot sur l'entrée en compétition des Français. Alors, je crois que vous n'êtes pas forcément des fans de foot, mais sur ce match, vous êtes senti... plutôt bien joué, voilà, a donné une bonne impression. Moi, j'ai été impressionné par l'équipe d'Angleterre hier, qui a l'habitude de rater toutes ses compétitions et là, il y a eu un score, un match nul, mais elle a très bien joué. Marie-Roger, un commentaire, un pronostic peut-être qui gagne l'Euro ? Non, j'ai juste remarqué que, justement, à cause de l'Angleterre, qui est un pays qui a fondé le football, n'a pas gagné de grandes compétitions apparemment depuis 1966. Voilà, donc ça c'était un truc qui m'a frappé. Et donc c'est de l'espoir pour les outsiders, tous les nouveaux qui viennent. Donc c'est un sport, même si on dit les derniers carrés, c'est toujours les mêmes évidemment, surtout au niveau européen. C'est pour ça qu'on aimerait bien y être cette fois-ci. Voilà, mais on peut détrôner les rois. C'est ce qui est intéressant. Quelqu'un se risque à un pronostic ? Pierre ? Franchement, la France, faudra quand même la battre. Oui. Ouais, je pense, voilà, la France, l'Allemagne, ça reste quand même les valeurs, à mon avis, les plus sûres. J'ai bien regardé le tableau, ça risquait plutôt une demi-finale, donc voilà. D'accord, pas l'Espagne. Voilà. L'Espagne qui voudra prendre sa revanche, oui. Voilà, je suis pas très original, mais enfin bon, allez, on va dire la Belgique, hein, il faut y croire. La Belgique qui remporte l'Euro, on le saura le 10 juillet prochain, dans un mois donc, puisque la finale est fixée au 10 juillet. Je vous propose qu'on avance, qu'on passe à notre prochaine thématique avec cette question qu'on va se poser. Où en est la lutte contre Boko Haram ? On reparle de la nébuleuse extrémiste nigériane qui a fait allégeance au groupe État islamique. Vendredi de la semaine dernière, Boko Haram a attaqué Bosso, une localité du Niger proche de la frontière avec le Nigeria. Regardez ces images commentées par Philippe-André Narimanan. Sur le champ de bataille, les tirs sont nourris lors de l'attaque de Bosso lancée le 3 juin par les djihadistes de Boko Haram. Le groupe extrémiste basé au Nigeria affronte l'armée nigérienne avec ses unités d'artillerie très mobiles au milieu d'autres combattants, des centaines d'hommes en tout. Selon les autorités du Niger, 26 soldats sont tués et plus de 100 blessés contre 55 djihadistes éliminés. Mais c'est une déroute. Boko Haram pille cette localité frontalière, emportant vivres, médicaments et véhicules. Situation toujours confuse plusieurs jours après, le gouvernement nigérien dément avoir perdu le contrôle de la ville. Lors d'une visite éclair à Bosso, le ministre nigérien de la Défense promet de laver l'affront. 3 jours de deuil national sont décrétés à partir de mardi et des renforts de l'armée tchadienne sont désormais attendus.
Mais selon des témoignages, les djihadistes n'occuperaient pas la ville de Bosso aux mains de l'armée nigérienne. Les éléments de Boko Haram se seraient retirés, ils se sont volatilisés dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Est-ce que ils sont allés vers d'autres localités de la zone différente? Est-ce qu'ils se sont confondus avec les populations? Selon l'ONU, 50 000 personnes fuient, sans ressources ni assistance, notamment vers la capitale provinciale d'Ifa, située à 140 km à l'ouest. C'est la psychose au sein de la population de cette région qui abrite déjà 240 000 déplacés ou réfugiés à cause de Boko Haram. Alors on dit Boko Haram affaibli, mais il vient de montrer qu'il n'est pas neutralisé. C'est la question qu'on va se poser. Alors Bosso, c'était quoi? L'attaque désespérée d'un monstre à l'agonie ou la preuve que ce groupe est encore bien puissant, Marie-Roger? Les deux. C'est-à-dire ils ont toujours un immense pouvoir de nuisance. C'est très facile de rester armé, etc. Mais on voit qu'ils se déportent vers l'ouest. Parce que c'est de plus en plus difficile de mener de grandes actions au Nigeria. Même si ce matin ou hier, ils ont égorgé une dizaine de femmes. Bon, c'est le genre d'action qu'on peut faire même avec un petit groupe. Et l'histoire de Boko Haram montre quand même comment on a laissé grandir un monstre pour des raisons politiques. C'est ça qui s'est passé au départ. Ce groupe-là, petits islamistes, on ne sait pas exactement ce qu'ils voulaient dans un pays qui est très largement musulman. Une secte, on appelait ça une secte au départ il y a quelques années. Une secte sanguinaire. Et ça a arrangé pas mal le gouvernement de Jonathan, Goodluck Jonathan, qui était chrétien. Gouvernement nigérian, puisque Boko Haram est implanté au Nigeria d'abord. Tout à fait. Et on a laissé, ils ont joué avec ça. Il y a aussi des dignitaires du Nord, musulmans aussi, qui jouaient, qui utilisaient, qui instrumentalisaient Boko Haram, qui les finançaient contre des rivaux, etc. Cette histoire, ils ont perdu le contrôle de Boko Haram. Et ça, maintenant, quand on dit une force panafricaine, oui et non, c'est pas nécessaire. On veut encore créer un machin. Ce qui est efficace, c'est la mobilisation des différents pays, les troupes des différents pays. C'est là qu'on voit les résultats. Et une fois de plus, c'est encore le Tchad qui est aux avant-postes et qui, mène la bataille. Il faudra peut-être leur décerner une médaille parce que le Tchad a payé un lourd tribut à la lutte contre Boko Haram. Et de manière générale, je crois qu'il y a une volonté sérieuse maintenant d'en découdre. Voilà. C'est pour ça que Boko Haram a trouvé, j'allais dire, une cible molle, un ventre mou, est un peu moins surveillé, moins protégé, pour frapper fort et dire nous sommes toujours là. Ils font allégeance aussi, ils annoncent, on fait allégeance à ISIS, à l'État islamique, juste pour se donner de l'importance, mais la connexion n'est pas avérée. Donc Boko Haram affaibli, mais toujours là. Oui, toujours là. De toute façon, c'est une zone, vous montriez une carte, hormis le Tchad, qui est tenu d'une main de fer par Idriss Déby, mais qui en même temps est un grand pays peu peuplé. Ce ne sont que des États faibles aujourd'hui. Nigeria, qui est quand même la puissance économique africaine, demeure un État extrêmement faible. Donc toute la partie nord où est implanté Boko Haram est laissée à l'abandon depuis des années, des décennies par le pouvoir central qui est beaucoup plus au sud. Pareil, le Cameroun est en état de déliquescence avec un vieux président, Paul Biya, dont on ne sait pas s'il est encore vivant ou s'il est mort. Et voilà, il y a des États faibles. En gros, après un monde occidental, des puissances internationales, qui, tant que ça reste en Afrique et dans le coin, s'en désintéressent. Enfin, c'est un peu la stratégie du containment façon guerre froide. Et voilà, donc Idriss Déby... Une présence française quand même, une présence française depuis quelques années qui est là. D'ailleurs, au dernier sommet régional sur la sécurité, le seul non-africain, c'était François Hollande. La France qui est au même titre que le Tchad, sont un peu les gendarmes, la France a réussi à faire dialoguer le régime nigérian du Nigeria, Jonathan, et le président camerounais, parce qu'ils ne se parlaient pas. Donc la France a réussi ça. Mais il faut absolument souligner que s'il y a des résultats aujourd'hui, c'est vraiment la mobilisation africaine. Parce que les Américains, ils ont dit on va aider avec du renseignement, on ne sait pas trop. Si vous parlez aux gens sur le terrain, ils sont extrêmement déçus. Ils ont pas de l'aide qu'ils auraient pensé avoir. Mais la mobilisation réelle et efficace, elle vient des troupes africaines pour le moment. Et il faut juste continuer. Je pense que à partir du moment où il y a cette volonté qui n'existait pas réellement, parce qu'il y a eu plusieurs phases. Au début, le Cameroun disait « Ah non, nous on est des victimes collatérales, il ne faut surtout pas y toucher, sinon ils vont s'en prendre à nous. Ils sont en guerre contre le gouvernement central au Nigeria, etc. » Donc, période de l'instance qui a laissé se développer tout ça. Là, je crois que, voilà,
ils sont décidés, ils se parlent, ils se coordonnent. Il y a un nouveau régime au Nigeria, ça a été décisif. Et je crois que certains mouvements terroristes, comme ils sont, c'est très difficile à combattre, mais on a vu des résultats. Maintenant, ils n'ont plus de territoire. Ce n'était pas le cas avant. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Boko Haram, mais en entendant notamment ce que dit Marie-Roger, il y a deux réflexions qui me viennent à l'esprit. D'une part, les problèmes comme ceux-là sont toujours d'ordre politique au début. Enfin, c'est pas, on n'arrive pas à un moment donné à avoir une structure comme celle-là qui se développe si c'est parce qu'on a laissé faire. Oui. Et le parallèle que vous dressez, on peut le faire avec les talibans en Afghanistan, on peut le faire avec ce qui s'est passé en Irak et en Syrie. C'est toujours à peu près le même scénario, hein, des groupuscules qu'on laisse faire pour des raisons, disons, ils ne sont pas bien dangereux. Et puis à un moment donné, poup, la créature échappe et après, il est trop tard. Donc ça, c'est la première réflexion. Et il faudrait peut-être un moment réfléchir un peu avant, tant qu'il est temps. Et la seconde réflexion, c'est que ces derniers temps, on a eu une tendance naturelle à diminuer les budgets militaires, à ne pas voir, l'aspect strictement militaire comme une priorité. Singulièrement, on l'a vu en France. Et on voit tout à coup que les choses sont en train de s'inverser petit à petit, parce que vous le soulignez, on a beau être contre Boko Haram, s'il n'y avait pas une armée forte tchadienne qui vient faire le ménage en quelque sorte qui vient en première ligne, il n'y a personne pour les arrêter. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention française au Mali, ça aurait été un petit peu pareil. Donc, à un moment donné, alors que la solution ne peut être que politique à long terme, mais sur du court terme, il faut bien passer par des solutions militaires. Voilà, des coordinations militaires, là, maintenant, c'est clair, parce qu'on parle de problèmes sociaux, on est d'accord. C'est quand même une très belle chose, même si c'est un machin, cette idée d'armée panafricaine, c'est quand même en même temps une excellente nouvelle. Parce qu'il y a quand même un horizon utopique pour ce siècle, c'est d'arriver aux États-Unis d'Afrique, qui est vraiment le sentiment, qui est... Voilà. Ah oui, bon... Et bien sûr. Non, mais c'est ça l'idée. L'idée là. Et elle commence à avancer. Ouais. Une nouvelle génération, quand même, de dirigeants arrive, et cette idée, elle va forcément s'imposer de plus en plus. Les États-Unis d'Afrique. On a parlé beaucoup d'armée. Il y a beaucoup de dispositifs, de première attaque, de première... Enfin, il y a beaucoup de noms, mais ça ne se fait pas. Mais notamment au sujet de Boko Haram, on a évoqué ça. Mais on voit que ce qui fonctionne réellement, c'est les coalitions d'armées. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est en train de... Il faut oublier qu'à l'origine, et qu'on parle de l'origine politique de Boko Haram, je suis qu'en partie d'accord, parce que l'origine, elle est aussi économique. Et il y a un ouvrage magistral qui a été écrit il y a 6 ans par une journaliste américaine qui s'appelle Elisa Griswold, qui s'appelle Le 10e parallèle. Je crois que ça n'a pas été traduit en français, mais ça explique qu'il y a une frontière, le 10e parallèle, qui passe au milieu du Nigeria, qui est en gros la frontière entre les zones désertiques et les zones fertiles. Et en fait, le désert avançant vers le sud, il y a de moins en moins de zones fertiles au Nigeria. Et c'est ça qui donne l'émergence à Boko Haram, parce que c'est un conflit entre population musulmane du nord et population chrétienne du sud qui se battent pour les terres arables. Et c'est ça, et il y a une donnée économique derrière tout ça. Et après, le politique intervient au sens où effectivement le gouvernement du Nigeria a laissé faire, ne s'est pas préoccupé de ses propres populations qui étaient au nord, et ces choses-là. Mais tant qu'il y aura des populations en déshérence, laissées pour compte, qui n'ont pas de progrès économique, il faut rappeler que le Tchad, dont on célèbre l'armée, etc., est le 4e pays le plus pauvre au monde aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas de problème à donner des budgets militaires. Et justement, il y avait ce sommet régional sur la sécurité il y a un mois à peu près. Le communiqué final prenait acte donc de la victoire contre Boko Haram, mais insistait sur la nécessité du développement en vue d'éradiquer les causes de l'insurrection. Sur ce plan-là, qu'est-ce qui est fait ? Parce que vous nous disiez, sur le plan militaire, on a laissé un peu aller les choses. Aujourd'hui, on les reprend un peu en main. Mais qu'est-ce qui est fait pour lutter contre la propagande de Boko Haram ? La première chose, mais déjà, Boko Haram a perdu beaucoup de terrain parce qu'il tue des musulmans. Donc, c'est pas, on n'a plus affaire à la guerre entre les musulmans et les chrétiens, parce qu'il y a eu ça aussi dans Boko Haram, brûler des églises, etc. Mais la plus grande partie des victimes de Boko Haram, c'est des musulmans. Donc, à un moment donné, leur combat, ce qu'ils font n'est plus lisible par les gens. Qu'est-ce que vous voulez au juste lorsqu'ils ont enlevé les filles, ils viennent enlever des jeunes filles, des adolescents de Chibok, mais de nombreuses autres aussi. Voilà. Par exemple, on a vu cette histoire. Une des conséquences de la mobilisation du gouvernement central, c'est qu'on a commencé à les récupérer. Bon, certaines ont eu des enfants, se sont mariées de force. C'est un truc qui a été complètement disloqué, mais il y a des filles qu'on a récupérées parce qu'il y a une vraie offensive militaire. Je crois que tous les problèmes sociaux
les problèmes sociaux qui donnent lieu à Boko Haram, ils existent, je dirais, à peu près partout dans les pays pauvres. C'est pas parce qu'il y a des problèmes sociaux que ça va nécessairement donner Boko Haram. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, je peux comprendre moi, les contextes. On peut expliquer les choses par leur contexte, mais à un moment donné, là, on a quand même affaire à des fous furieux qu'il faut bien, à un moment donné, arriver à gérer dans l'immédiat, je pense. Alors justement, sur cette gestion... là-bas, des budgets militaires, ils sont maintenant formés, etc. Il y a eu beaucoup de détournements de fonds. Les militaires n'arrivaient pas... Bon, on laissait tomber, tout argent disparaissait dans les filières. Maintenant, tout ça, c'est pour ça qu'il y a des résultats. Et c'est ça qu'il faut faire là, d'abord. Et puis après... Est-ce qu'il faut discuter et négocier avec Boko Haram? Il y a eu des tentatives, elles ont toutes échoué faute d'interlocuteurs. Est-ce qu'aujourd'hui... Ils veulent quoi? Mais on négocie quoi? C'est quoi les termes de la négociation? C'est compliqué, ils ne veulent pas négocier. On ne sait même pas quel est leur représentant, mais ou quoi que ce soit. Non seulement ça, mais ils n'ont pas de revendication. Oui. Sauf à dire, oui, Boko Haram, l'éducation occidentale est un péché, oui. Mais c'est quoi? Vous voulez quoi? Alors on les a vus occuper du terrain, occuper des villes, mais après, ils en ont été chassés. Et lorsqu'ils font des coups, il n'y a pas de revendication. Donc, on négocie quoi? Il faut juste les éradiquer. C'est un groupe qui est devenu complètement... qui n'est et pour terminer, donc, il y a cette stratégie d'attaquer donc, l'armée nigériane qui arriverait par le sud, l'armée camerounaise par le flanc est, et puis après le Tchad, le Niger, qui ferait une bulle dans le nord du Nigeria. Donc ça, c'est l'offensive, la contre-offensive qui est promise. Est-ce qu'elle vous paraît être une solution là déjà dans l'immédiat? Dans l'immédiat, je ne vois pas d'autre solution qu'une solution militaire immédiate. Par contre, là, c'est vrai, il faut quand même réfléchir à l'après. Il faut effectivement... l'exemple de l'Afghanistan est frappant à cet égard. C'est que il y a une victoire contre les talibans et puis petit à petit, il y a une réimplantation parce que structurellement, économiquement, rien n'a été réglé, rien n'a été fait. Et donc, l'après-guerre est toujours plus compliqué que la guerre, ça c'est sûr. Il faut se méfier de ces grandes stratégies militaires parce que on parle de mouvement d'armée, mais Boko Haram, c'est pas une armée. Le type de Boko Haram qui enterre sa Kalachnikov dans un buisson, il est un citoyen ordinaire après. Voilà, et puis il va déterrer sa Kalachnikov 2-3 ans après, quand les conditions de paix sont pas résolues, s'il n'y a pas de connoissance à sa famille, s'il y a un nouveau leader charismatique qui l'embarque, ou plus probablement qui lui donne de l'argent pour monter une milice. Donc voilà, on n'a pas affaire à des combattants classiques qui vont se rendre et finir dans un camp de prisonniers. Le mot de la fin rapide pour vous sur Boko Haram. Sur Boko Haram, bien sûr. Non, on peut être assez confiant parce qu'on a vu des sectes comme ça naître et disparaître. Ça c'est vrai que celle a beaucoup de force parce qu'on connaît les circonstances, comment a été armée, etc. Mais lorsqu'il y aura une mobilisation, cette mobilisation, si elle continue, va venir à bout de ce phénomène-là. Mais après, effectivement, il faudra plus de gouvernance, il faudra plus laisser des zones à l'abandon, il faudra s'occuper des jeunes, du chômage des jeunes, parce que ça, c'est une donnée dans ce facteur-là. C'est un vaste chantier qui s'ouvre, mais il faut commencer par les éradiquer. Je rappelle, pour terminer, que Boko Haram, en 7 ans, c'est dans les 20 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. Les chiffres sont éloquents. Je vous propose qu'on traverse l'Atlantique, ou pas d'ailleurs, puisque ça concerne aussi l'Afrique. Ramadan Moubarak, bon Ramadan aux milliards de musulmans qui ont commencé lundi à célébrer le mois saint de l'islam. C'est le message qui leur a été adressé au Canada. Dans la plus pure tradition anglo-saxonne, le Premier ministre leur a adressé donc ses vœux. La diversité culturelle est l'une de nos plus grandes forces et une source de fierté pour tous, a-t-il souligné. Lundi soir, il a rompu le jeûne avec des membres musulmans de son parti et en hyper communiquant, il l'a fait savoir avec cette petite vidéo. Regardez. Voilà, on va en parler avec Alexandra Chaska qui est avec nous de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, en direct. Merci infiniment d'être avec nous en ce dimanche. Alexandra, en quelques heures, cette vidéo qu'on vient de voir ici a été partagée plus de 22 000 fois. Elle a été vue plus d'1 million de fois, juste quelques heures après sa diffusion. Pourtant, au Canada, ce genre d'événement, si on peut appeler ça comme ça, fait plutôt partie du quotidien.
Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit au début, Sylvia, ça fait partie de la tradition anglo-saxonne. On est bien dans un pays où il y a la séparation de l'Église et de l'État, mais les religions, c'est quelque chose d'important. On a quand même God Save the Queen dans l'hymne britannique, qui est aussi un peu l'hymne, enfin, pas vraiment du Canada, mais quand même, c'est la reine du Canada encore, jusqu'à nouvel ordre. Donc, la religion, c'est quelque chose d'important, et c'est important pour les politiciens de s'en servir aussi pour leur travail politique, si vous voulez. Donc, on voit beaucoup de clientélisme politique. On fait beaucoup plaisir aux communautés culturelles, aux religions, etc. Donc, ici, ce qu'on voit surtout comme phénomène, en fait, c'est le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui est, comme vous l'avez dit, hyper communicant. Tout ce qu'il touche se transforme en or, puisque l'ancien Premier ministre du Canada, Stephen Harper, l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, a invité des musulmans à sa résidence pour faire la rupture du jeûne, exactement comme le Premier ministre Trudeau vient de le faire, mais personne n'en a parlé. Il n'en a pas fait une vidéo et personne n'en a parlé. Donc, M. Trudeau sait s'en servir. Il faut dire que cette année, que l'année dernière, en fait, aux élections de 2015, le Canada a élu un nombre record de députés musulmans, 11 députés musulmans, et qu'il y a une musulmane dans le gouvernement de M. Trudeau. C'est une jeune musulmane de 30 ans, une réfugiée afghane qui est la ministre des institutions démocratiques. Alors, c'est vrai que la communauté musulmane, qui compte aujourd'hui plus de 1 million de personnes au Canada, est très importante pour les politiciens canadiens et pour M. Trudeau, certainement. Alors, Alexandra, il y a eu quand même quelques critiques après la diffusion de cette vidéo. Bien, il n'y avait pas vraiment de critique directement, mais on sait qu'au Québec, la situation est un petit peu différente parce qu'au Québec, vous savez, il y a eu cette tentative de la part du Parti québécois qui était au pouvoir jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'adopter une charte des valeurs québécoises. Donc, une charte des valeurs laïque, si vous voulez, où les religions occuperaient beaucoup moins de place dans l'espace public, un peu sur le modèle français. Alors, il y a beaucoup de gens au Québec que ce genre de choses agace et cette charte devait venir corriger cette situation-là, ne serait-ce que pour le Québec. Et comme vous le savez, le Parti québécois a été battu justement autour de la question de la charte, puisque la plupart des gens donc n'ont pas voulu avoir la charte ici au Québec. Mais il y a une bonne partie de la population du Québec que ce genre de vidéo fait sourire ou même agace. Il n'y a pas de place dans l'espace public selon beaucoup de gens pour la religion, comme ce qu'on vient de voir dans la vidéo de M. Trudeau. Merci Alexandra pour toutes ces précisions depuis Montréal. Je vous dis à très bientôt puisque vous serez en plateau avec nous dans les prochaines semaines. À très vite, on vous embrasse. Je veux bien un commentaire, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de nous dire Alexandra ? Je pense à ce qu'a dit le pape François. Je sais pas, récemment, le pape François a déclaré que la France avait une conception trop stricte de la laïcité. C'est intéressant parce que là, c'est un vrai débat. On voit bien qu'en France, effectivement, aucun politique n'a salué le début du Ramadan. Je trouve ça, moi, personnellement, je trouve ça tout à fait normal. Et je ne comprends pas tellement bien le procès qui est fait à Justin Trudeau. C'est-à-dire que, médiatisé, oui, forcément. Je dirais, pourquoi c'est pas simplement... C'est pas une idée d'être un hyper communicant. S'il le fait tout seul dans son coin, ça n'a aucune valeur symbolique. C'est le symbole qui est important, évidemment. Et je crois que là, il y a un rapport... Et en ce moment, il y a une telle crispation en France sur ces problèmes, sur l'idée du communautarisme et de la laïcité, on a poussé, effectivement, je suis d'accord avec le pape François, on a poussé le curseur trop loin, je crois, en ce moment, en France, sur ces problèmes-là. Et c'est vraiment un débat profond, ici. La laïcité est une religion, c'est ça, si je vous résume ? Je suis tout à fait d'accord avec Arnaud, et on peut reprocher effectivement à Trudeau d'être un hyper communicant, comme la manière dont il a accueilli les réfugiés syriens à l'aéroport avec sa femme. Mais ce qui est important, et je pense que tous les gouvernants aujourd'hui sont des hyper communicants, quoi qu'il en soit. Ce qui est important, c'est le message qu'on veut faire passer. Et il y en a les meilleurs que d'autres, évidemment. Peut-être que lui est particulièrement... Ce qui est important, c'est le message qu'on veut faire passer. Et le message que fait passer Trudeau, c'est un message d'inclusion, où toutes les communautés au Canada peuvent venir, sont les bienvenus, on les respecte, on respecte leur tradition. Quand on voit le message
de communication que fait passer notre Premier ministre à nous, Manuel Valls, c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est pas... Très bien, c'est un hyper communicant, mais quel est le message derrière qu'on essaie de faire passer? Vue de Belgique, hein. Mais Vue de Belgique, c'est un débat inexistant. Enfin, je crois que ceci ne choque pas grand monde, à mon avis. C'est juste, sinon qu'on va peut-être trouver qu'il en fait un peu trop. Il y a la petite musique qui me frappe, par exemple. Oui, la musique n'est pas terrible. Dans le genre, allez hop, on vous met un petit peu de pommade, etc. C'est peut-être un peu too much. Mais bon, ça, c'est du cosmétique. Maintenant, sur la symbolique, je suis assez d'accord. Je vois mal où est le problème. Maintenant, certains diront, tiens, on ne fait pas ça pour le carême. Tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça pour toutes les religions? On n'en sortirait pas. Donc, c'est clair qu'on est toujours un petit peu à la frontière du genre. Et c'est un débat qui revient sous d'autres formes, toujours sur la question d'une laïcité trop forte, trop stricte, qui à un moment donné commence à être presque comme une nouvelle religion. Et à un moment donné, à d'autres moments, on vit dans un pays en Belgique, on s'est demandé à Molenbeek, est-ce qu'on n'a pas un peu laissé trop aller les choses, etc. Donc il faut, je ne parle pas du terrorisme, je parle juste du rapport au fait que, voilà, si vous promenez, vous ne pouvez pas trouver de jambon, vous ne pourrez rien trouver, parce que, voilà, il y a une espèce d'habitude culturelle qui s'est imposée à certains endroits. Voilà. Mais simplement sur cette vidéo, je crois qu'il faut vraiment vouloir à toute force chercher de la polémique pour en trouver. Ah non, c'est pas polémique du tout. Je trouve que parler du carême, etc., on voit bien que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est autour de l'islam. Donc, on ne va pas faire semblant. Il y a un problème autour de l'islam. Cette crispation, c'est autour de l'islam. Et envoyer ce message, c'est très habile. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Donc, c'est un exemple à suivre. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Et en France, même si aujourd'hui, tout le monde est un petit peu sur les nerfs, mais on l'a fait aussi. On sait des politiques. Le maire a souvent aussi fait des gestes envers la communauté musulmane au moment du Ramadan, etc. Et pour l'Afrique, c'est juste pour dire que c'est très bien parce qu'en Afrique, le fait religieux est important, quel que soit le cas, quelle que soit la religion, dont on ne minimise pas et on a du mal souvent à comprendre ce que c'est que cette laïcité. Est-ce que ça veut dire on exclut la religion complètement? Enfin bon, ça ne choque pas. Merci vous quatre, on avance. On reste de l'autre côté de l'Atlantique, un peu plus au sud du Canada, avec la femme de la semaine là-bas qui est Hillary Clinton. Elle prend sa revanche, 8 ans jour pour jour après avoir concédé sa défaite dans les primaires face à Barack Obama. Cette fois, elle a pu crier victoire. Sauf coup de théâtre, elle sera investie officiellement en juillet par le Parti démocrate pour la course à la présidentielle. Elle pourra compter sur le soutien de l'actuel président. Grâce à vous, nous avons franchi une étape importante. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des grands partis. Depuis plus d'un an, des dizaines de millions d'Américains ont fait entendre leur voix. Aujourd'hui, je veux juste ajouter la mienne. Je veux féliciter Hillary Clinton, car elle entre dans l'histoire en devenant la probable candidate démocrate à la présidence des États-Unis. Je serai ravi de la rencontrer bientôt pour que nous discutions de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour battre Donald Trump. Et également pour mettre en place un gouvernement qui nous représente tous, et pas seulement les plus riches. Alors, Barack Obama l'a bien dit, c'est une candidature probable, puisque Bernie Sanders n'a encore pas dit son dernier mot. Quelle est sa stratégie? Pourquoi il continue sa bataille? Est-ce que c'est une bataille plus idéologique que politique? Pourquoi il est encore là et pourquoi il s'accroche? Est-ce qu'il espère quelque chose? Je ne sais pas s'il espère quelque chose, mais il faut bien comprendre qu'à un certain niveau, Bernie Sanders, il ne s'appartient plus. Il est en fait l'émanation de la figure de proue d'un mouvement qui s'est créé autour de lui. Quand il a démarré sa campagne, Bernie Sanders, il n'était même pas démocrate. Il faut savoir qu'il est au Sénat, il ne siège pas, il siège en tant qu'indépendant. Il vote avec les démocrates, mais il a décidé de se lancer dans les primaires démocrates, et voilà que tout à coup, il s'est mis à remporter, à être coude à coude avec Hillary Clinton, parce qu'il y a tout un mouvement, beaucoup de gens qui sont jeunes, qui sont assez à gauche, qui le poussent. Donc il ne peut pas non plus laisser tomber tout le monde en disant « bon, bah voilà, ça y est, je rentre au bercail ». Pourquoi pas? Parce que il est la figure de proue de tous ces gens-là qui attendent une politique plus progressiste aux États-Unis, qui ont été déçus par Obama, qui ont de sérieux doutes sur Hillary Clinton, et ils sont vraiment au coude à coude. Et là, il y a eu quand même aussi un très gros faux pas qui a d'ailleurs embarrassé Hillary Clinton elle-même, Obama. C'est l'agence Associated Press qui, lundi, a annoncé, parce que nous avons discuté avec les superdélégués, qui sont des gens qui ne sont pas élus dans les primaires, qui sont des officiels du Parti démocrate, on a discuté avec les superdélégués, et selon notre comptabilisation, ça y est, Hillary Clinton est élue.
Oui, c'est purement voilà. médiatique, c'est pas du tout, c'est pas du tout comptable, hein, ça n'a aucun et la campagne de Hillary sens Clinton, réel. ouais, la campagne de Hillary Clinton était embêtée par rapport à ça, parce qu'eux, ils avaient l'intention... ils ont été très bien d'ailleurs là-dessus. La campagne de Hillary Clinton, depuis le début, ne demande pas à Sanders d'arrêter de faire campagne. Hein. Ils sont très bien parce que stratégiquement, quelque part, c'était ça malin sert au aussi sein des démocrates. Ça rassemble tout le monde, ça fait une aile droite, une aile gauche. Voilà. La question Sanders, je pense qu'il n'attend pas grand-chose, si ce n'est qu'il veut faire passer ses idées. Ouais. Et en l'occurrence, ces idées, elles sont portées par un mouvement qu'on a vu qui a grossi au fil des semaines. The Nation, l'hebdomadaire américain de gauche, pose cette question. Quel futur pour l'armée de militants de Bernie Sanders ? On vous entend, donc si lui disparaît de la circulation, que devient ce mouvement ? Qu'est-ce qui peut se passer ? On voit qu'il y a déjà des transfuges du côté vers le camp de Hillary Clinton. Oui. Petit transfuge. Moi j'aime bien le principe de réalité quelque part. Donc je comprends tout à fait ce que vous avez dit, mais à un moment donné, je suis sûr à 100%. Voilà, que Hillary Clinton sera la candidate démocrate. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est mathématique. Il n'y aura pas une candidature en indépendant pour Bernie Sanders. Sanders fera un discours à la convention pour la soutenir. Hillary Clinton va l'emporter. Alors, la question qui se pose, Bernie Sanders, je pense qu'il se dit, je continue parce que plus je continue, plus je vais pouvoir faire quelque chose de ma candidature, de la monnayer en quelque sorte, d'avoir un rôle, d'avoir une importance. Simplement, il faut qu'il fasse attention de ne pas aller trop loin. Absolument. On l'a vu en Californie. En Californie, tous les sondages se sont plantés parce que les jeunes ne sont pas allés voter, parce que les jeunes, ils ont dit quoi ? La messe est dite, c'est fini. C'est Hillary Clinton qui a gagné. Donc, résultat des courses, Sanders est sorti déforcé de cette élection en Californie. Et donc, je pense vraiment que Bernie Sanders doit faire un peu attention à un modèle d'entrer dans le principe de réalité. Là, il vient de dire quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier que le but, c'est de battre Donald Trump. Et tous ces jeunes-là qui le soutiennent, en tout cas, ils veulent tous que Donald Trump soit battu. Et je pense que c'est ça, maintenant, qui va motiver l'alliance possible et le rassemblement côté démocrate. Il faut bien comprendre que ces jeunes, parce qu'effectivement, ce sont surtout des jeunes qui ont soutenu Bernie Sanders et qui ont eu raison et qui ont pu y croire, puisque quand même Bernie Sanders a étonné tout le monde et a remporté un certain nombre de victoires. Tous ces jeunes, pour eux, Hillary Clinton est un véritable repoussoir. Mais un véritable repoussoir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on se dit, mais ils sont... Non, ils pourraient presque préférer d'une certaine manière Donald Trump à Hillary Clinton, qui représente les sondages tout. Non, mais quasiment. Et il y a quand même eu l'affaire des mails très embarrassante et qui est toujours en cours et qui pourrait être justement le fameux coup de théâtre qui pourrait se passer. Parce que là, encore une fois, ce ne sont que des supputations sur le vote des superdélégués. Donc ça peut encore changer. La donne peut encore changer. Et Bernie Sanders ne sera pas candidate. On est en train de voir, parce que donc ces mails ont été déclassifiés. On est en train de voir. Il suffit qu'il y ait un certain nombre de mails totalement compromettants pour que ça fasse vraiment très mauvais effet. Non, alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que il y a eu une passe d'armes assez musclée entre Sanders et Hillary Clinton. Mais d'emblée, il a refusé d'utiliser cette histoire de mails. Ça, il a exclu. Il a dit Sanders, oui, mais si c'est Trump le candidat, c'est la presse qui le sort. Non, mais on parle les deux là pour le moment. Non, mais bon, mais même, je crois pas que. C'est la presse qui a sorti ça. La presse a sorti ça, mais Sanders l'a pas repris contre Hillary. Et deuxièmement, je crois que si on sort des affaires, et là ça commence, je vois que la presse qui a quand même mauvaise conscience vis-à-vis de Trump, c'est nous qui l'avons fait grandir, on lui a donné de la crédibilité, etc. C'est la presse maintenant, si vous regardez le Washington Post, le New York Times, et j'ai vu aussi d'autres choses, ils commencent à sortir les affaires contre Trump. Et je crois qu'on a épuisé ces histoires de mails. C'est bon, là, ça va, on a tout dit. Je ne crois pas que c'est... Moi, je ne suis pas sûr que ça rebondit suffisamment pour encore nuire. C'est pas uniquement une affaire de mails, c'est qu'il y a un potentiel de scandale et c'est le tandem Bill et Hillary Clinton est entouré par les scandales depuis 20 ans. Et c'est ça, je pense, qui fait peur à beaucoup de démocrates, c'est que d'ici à novembre, il y ait quelque chose qui sorte. Et il y a les affaires de la Fondation Clinton. L'affaire des mails, elle n'est pas si importante que ça. Et effectivement, voilà, on est d'accord, c'est pas mais très important. Il y a un potentiel de scandale autour du tandem Clinton qui fait très peur. Il y a un potentiel aussi de scandale du côté de Trump. Merci. Et ça, je pense qu'il y en a un énorme, mais je ne comprends pas, effectivement, en tant qu'observateur, je ne comprends pas un type qui a été dans l'immobilier à New York avec
les mafias de l'immobilier, qui a fait 4 ou 5 banqueroutes dans sa carrière, on n'a pas encore trouvé l'affaire pour le faire tomber. On dit déjà qu'il ment à 70%. 70% de ses déclarations sont réalisées d'après oui, mais on n'a pas, voilà. la presse américaine n'a pas encore trouvé le truc qui est la peau de banane, le truc qui est le crochet qui va le faire déraper. Et ça me laisse perplexe parce que je pense qu'il y a un potentiel avec Trump fabuleux. Juste un mot sur Trump. Rapidement. Trump, évidemment, on a tous sous-estimé, etc., on l'a vu galoper. Mais quand même, les sondages montrent qu'il serait battu. Même si je crois qu'il y a eu des inquiétudes, rien n'est joué. Mais Trump lui-même c'est son propre problème. Et je ne crois pas qu'il soit en mesure, même s'il est populaire dans son camp, de rallier l'électorat américain. Duel Trump-Clinton, qui a l'air d'être celui quand même qui s'affiche. Rien n'est fait encore, mais c'est ce qui s'annonce. La campagne va donc démarrer après l'été, la campagne pour la présidentielle. D'un mot pour conclure rapidement, comment sera-t-elle cette campagne, si vous deviez la décrire, ce que vous en percevez en amont déjà? On peut déjà dire qu'elle est nulle, quoi. Nulle. Mais vous voyez bien comment ce match Hillary Clinton-Donald Trump ne peut pas passionner. Mais personne. Je veux dire, c'est une histoire terrible. C'est déjà passionnant parce qu'il y a donc nul pour une femme très raisonnable. Je pense qu'elle va être sale. Nul, sale. Des attaques très basses de Donald Trump auxquelles Hillary Clinton va devoir répondre d'une manière ou d'une autre et ça va pas être joli. Marie-Roger, d'un mot. Elle sera bizarre. Moi, le mot, c'est bizarre. Ouais. Nul, sale, bizarre. Et moi, je dirais qu'à un moment donné, il faudra prendre ses responsabilités. Quoi. Entre Hillary Clinton et Donald Trump, je peux entendre toutes les critiques qu'on peut faire. On est d'accord. Mais à un moment donné, je pense que les électeurs, y compris de Sanders, ils devront se dire, mais qu'est-ce que je préfère ? Et voilà, à un moment donné, la réponse, elle sera, je pense, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Je vous remercie. On va passer à la semaine de dilemme, comme toutes les semaines. L'actualité d'un coup de crayon. Et on commence, on en parlait en début d'émission. Dilemme revient sur l'Euro 2016 sous haute surveillance. On y voit ce joueur de foot prêt à marquer un but encadré par les forces de l'ordre françaises. Aux États-Unis, on en parlait à la seconde, Hillary Clinton fait route vers Washington et vers la présidence. La Maison-Blanche pourrait devenir la Maison Blonde, écrit Dilemme. Mais attention, sa couleur de cheveux, et on en parlait là, c'est ce qu'elle a en commun avec le républicain Donald Trump. Quoique s'il l'emportait, ça serait peut-être plutôt la Maison Orange. Pardonnez-moi. Perplexité de ce djihadiste sur le point de se faire exploser. T'auras l'argent une fois le travail accompli. Le groupe État islamique peinerait à payer ses combattants en raison des pertes liées au bombardement de la coalition internationale. Affirmation d'un haut responsable américain. Très rapidement, d'un mot, le groupe État islamique acculé par ailleurs en Libye au cœur de Sirte. Est-ce que c'est le début d'un déclin comme on a l'air de le lire ici ou là ? Pierre. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec ce genre de déclin. On l'a dit pour Boko Haram, pour Daesh. Mais à terme, fatalement, il y aura une offensive. Elle a lieu pour l'instant. On voit que ça prend beaucoup de temps. Et encore une fois, il faudra gérer l'après-guerre. Beaucoup de villes ont été reprises quand même. Voilà. Ça, c'est concret. Oui. Il y a un recul net de l'État islamique. Ça prend du temps. Oui, et ça prendra du temps encore, j'imagine. On continue avec un nouveau dessin de dilemme. 1348 personnes ont été recueillies hier samedi en Méditerranée. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, près de 50 000 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année, soit à peu près autant que l'année dernière. Ils sont presque tous originaires d'Afrique subsaharienne. Chaque année est désormais pire que la précédente, Marie-Roger, on peut dire ça. Eh oui, et pas grand-chose ne change. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le petit bébé sur la plage... qui émeut tout le monde. Le petit Thaïlande. Le petit Thaïlande, voilà. On a déjà tout dit sur cette histoire-là et il n'y a pas grand-chose qui change. Thomas, un mot là-dessus ? La forteresse Europe qui bloque, des gens qui cherchent un salut et qui n'y arrivent pas parce que là, on bloque de toutes parts. Et l'Europe n'a toujours pas de politique, ils envoient juste Frontex, machin, il n'y a rien pas de vision globale. L'Europe fait de l'humanitaire, voilà. En quelque sorte. On termine enfin avec ce dessin, la reine d'Angleterre, donc rien à voir, la reine d'Angleterre qui fête son anniversaire, un bel âge qui a nécessité, oui encore, parce qu'elle est née, en effet, vous le soulignez, elle est née en avril, mais ça se fête en juin pour des raisons de météo. Et puis vous le voyez sur ce dessin, 90 ans, ça fait pas mal de bougies. Elles sont arrivées en camion, nous dit Dilemme, arrivée à Buckingham Palace. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Kiosque. Merci à Dilemme, merci à vous quatre. Et puis merci tout particulier à vous qui nous regardez des quatre coins de la planète. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook d'ici la semaine prochaine. Je vous retrouve dimanche avec plaisir. Au revoir.